Good Morning Business, le grand entretien. Et à 8h18, c'est Christelle Henneman, la directrice générale du groupe Orange, qui est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Alors, vous fêtez vos 1 an sur ce plateau. Alors, on n'a pas fait un gâteau, mais le cœur y est. 1 an avec un premier rapport d'étonnement qui a duré quelques mois. Et puis depuis, vous déroulez votre feuille de route stratégique. D'abord, peut-être, votre rapport d'étonnement, ça a été quoi quand vous venez de Schneider Electric, quand vous avez découvert ce mastodonte qui est Orange? Qu'est-ce que vous avez pensé? C'est vrai que d'abord, c'est une entreprise extraordinaire avec des collaborateurs très engagés et vraiment fiers on parle beaucoup de recherche de sens, de raison d'être d'entreprise. Orange, les collaborateurs, ils savent pourquoi ils travaillent tous les jours, pour quel service pour nos clients. Ça serait quoi, avec la des raison clients d'être très impatients. Nous, on en a une. Ouais. Être l'acteur de confiance qui permet de créer un monde numérique responsable. Et c'est vrai que tous les jours, on a des clients qui sont très très impatients quand nos services ne marchent pas. Et donc cette notion de service apporté à nos clients, qui est un service absolument essentiel, absolument critique aujourd'hui pour les entreprises, pour les citoyens, pour apprendre, pour communiquer avec sa famille. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je connaissais en France, et donc j'ai été beaucoup à la rencontre de nos collaborateurs sur tous les territoires en France, mais aussi à l'étranger, et on retrouve cette même passion au fin fond de l'Afrique, dans tous les pays où on opère, en Europe de l'Est aussi, en Pologne, en Roumanie. Voilà, ce vrai sens du service télécom, finalement, pour nos clients, service absolument essentiel depuis que le Covid est passé. 6 mois d'observation, et puis après, place quand même aux opérations stratégiques. Exit OCS, exit Orange Studio, vente, même si ce n'est pas le terme utilisé officiellement, d'Orange Bank. La diversification, c'est terminé. Alors, ce n'est pas 6 mois d'observation, parce qu'en fait, dès que je suis arrivée, on a lancé un certain nombre de chantiers, par exemple la transformation de notre activité entreprise, Orange Business, Aliette Mounier-Lompré, que j'ai nommé CEO dès mon arrivée, et puis on a travaillé sur un plan de transformation qu'on est en train de dérouler et de discuter avec nos partenaires sociaux aussi. Oui, effectivement, la vente d'OCS et d'Orange Studio à Canal+, qui est encore en cours d'approbation par les autorités de concurrence. Oui, le travail et la réflexion sur finalement quel meilleur partenaire pour accompagner le développement d'Orange Bank, et puis travailler aussi sur le renforcement de notre position en Europe. On a eu l'accord de Bruxelles pour le rachat de VOO, câble opérateur en Belgique, qui nous permet de devenir un opérateur fixe et mobile en Belgique, ce n'était pas le cas. Et puis notre gros projet de fusion avec MásMóvil en Espagne. L'Espagne, c'est le 2e pays pour le groupe Orange, et donc c'est très important pour nous de consolider notre position dans ce marché-là. Et là, on est encore en dialogue avec les autorités européennes. Donc effectivement, beaucoup d'actions pour renforcer à la fois notre cœur de métier, continuer à investir dans nos infrastructures, et puis effectivement se poser des questions sur certains axes plus de diversification pour trouver les meilleurs partenaires pour accompagner. Alors vous avez dit plein de choses qui appellent des questions. D'abord l'Espagne, effectivement, mariage Orange MásMóvil, ça veut dire qu'il y a la disparition d'un opérateur, on passerait de 4 à 3. Évidemment, c'est ce que regarde la Commission européenne qui a ouvert hier une enquête approfondie. Est-ce que selon vous, c'est un modèle à suivre en Europe? Est-ce que 4 opérateurs, là où il y en a 4, suivez mon regard, c'est trop? Alors d'abord, en Espagne, il n'y a pas 4 opérateurs. Il y en a beaucoup plus que ça, il y en a même 9. Et puis c'est un marché très convergent, très compétitif. Il y a 4 gros opérateurs. Il n'y a pas 4 gros opérateurs. Ah oui. Si vous regardez la dynamique du marché aujourd'hui, tous les mois, il y a 20% des clients qui basculent sur le numéro 5, le numéro 6, le numéro 7. Donc c'est un marché très très dynamique et ultra concurrentiel. Et donc effectivement, on a ce projet de fusion avec MásMóvil. MásMóvil est un opérateur qui utilise aujourd'hui le réseau d'Orange. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette fusion, on va créer des synergies, puisqu'aujourd'hui, ils dépensent de l'argent pour nous louer le réseau. On va créer des synergies qui vont nous permettre de continuer à investir massivement dans les infrastructures. Donc c'est vraiment un projet créateur de valeur pour les clients espagnols et pour créer une vraie alternative finalement à Telefónica, qui est le leader du marché espagnol, qui investit massivement dans les infrastructures. On a beaucoup investi dans la fibre, on a investi dans la 5G en Espagne. On a envie de continuer et ce projet va nous le permettre. Vous parliez de la place d'Orange Business Service, c'est la partie B2B, c'est absolument stratégique, notamment avec les questions de cybersécurité. Il y a le grand forum international de la cybersécurité là qui s'ouvre. C'est vraiment l'enjeu pour les opérateurs, c'est d'arriver à avoir des solutions pour les entreprises. Ces solutions-là, on les a aujourd'hui, on est capable de dire aux entreprises, on peut vous protéger de toutes les attaques, alors qu'en fait, il y a une certaine créativité en matière de cybersécurité. C'est un marché qui est effectivement colossal, le marché de la cybersécurité, pour protéger les entreprises, pour protéger les particuliers aussi, protéger les administrations. Aujourd'hui, effectivement, on a plus de 3000 experts
C'est un marché, pour nous, on est un des leaders européens. On a d'ailleurs lancé un grand plan de recrutement parce qu'il y a des vrais enjeux de compétences sur ce marché-là. Mais c'est vrai que nous, en étant opérateurs, on a cette différence par rapport à d'autres acteurs qui est qu'on voit évoluer les menaces. Parce que dans nos réseaux, on voit finalement d'où peuvent venir les attaques. Donc on a un poste d'observation en étant opérateur qui est très unique et qu'on utilise beaucoup dans notre activité de cybersécurité. Et puis ensuite, vous allez leur dire qu'elle arrive l'attaque. C'est pas qu'on voit elle arrive, c'est qu'on voit de quel type de menace. On voit des choses qu'on ne peut pas voir en étant que dans le monde de l'entreprise par les réseaux, que ce soit dans tous nos réseaux télécoms. Et donc on combine cette compréhension d'évolution des menaces avec effectivement l'activité plus classique de protection des entreprises, d'observation et puis de défense ou de réparation, j'allais dire, quand les attaques arrivent, autant pour les grandes entreprises, qui a été notre premier marché, j'allais dire, adressé. On a racheté aussi un certain nombre d'entreprises pour renforcer notre position partout en Europe. On va continuer à le faire. Et puis, effectivement, on se diversifie plus vers les plus petites entreprises, petites et moyennes entreprises, qui sont en fait les entreprises les plus attaquées, malheureusement, et avec des vrais enjeux de survie pour ces entreprises, puisqu'au bout de 18 mois, 60% des entreprises qui ont été attaquées mettent la clé sous la porte. Donc, c'est des vrais enjeux de survie pour l'activité économique. Vous venez de nous dire que vous étiez à la recherche de talents dans la cybersécurité. Il y a peut-être une pépite que vous pourriez regarder. Vous savez qu'Atos et sa filiale de cybersécurité ne trouve pas repreneur. En tout cas, c'est raté avec Airbus. Il y a Thales qui essaye de racheter, mais le gouvernement n'est pas très favorable. Est-ce que vous pourriez être le chevalier blanc d'Atos ? Alors, je ne me permettrai pas de commenter la situation d'Atos, chacun son métier, mais nous... Chacun ses problèmes, vous vouliez dire. Non, c'est pas ça, mais je les laisserai commenter évidemment leur process. Nous, chez Orange, évidemment, la cybersécurité est un de nos relais de croissance, 14% de croissance l'année dernière, à la fois par la croissance organique et puis la croissance non organique. On a racheté une activité en Suisse l'année dernière, donc on continue à étendre. Donc toutes les opportunités de se renforcer, on les regarde. Pourquoi pas, vous venez de nous dire ce matin, pourquoi pas sur la filiale cybersécurité d'Atos ? D'abord, la filiale cybersécurité d'Atos, il faut leur poser la question, mais il ne me semble pas qu'elle soit en vente. Hein. C'est pas le projet. Vont peut-être finir par vendre par appartement la boîte. Et c'est vrai que chaque fois qu'il y a en tout cas des pépites dans la cybersécurité qui sont sur le marché, on les regarde systématiquement. Bon, autre dossier sur lequel vous avez déjà un peu avancé, c'est les prix. Les prix ont augmenté chez Orange. C'est une hausse qui est terminée ou ça va être une nouvelle vague dans les mois à venir? Et définitivement, la guerre des prix s'est terminée dans les télécoms. Alors, c'est vrai qu'on est dans un contexte qui est très nouveau en Europe, contexte d'inflation, qui met une pression évidemment sur les consommateurs, sur les particuliers. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, nous, on est très vigilants parce que, on le sait, les personnes, d'abord, le numérique est aujourd'hui, je le disais, un service essentiel. L'exclusion du numérique est quelque chose d'absolument clé, enfin critique. Et donc, on ne peut pas se permettre, les gens ne veulent pas abandonner, évidemment, leur abonnement téléphonique. Donc, nous, effectivement, on a une politique tarifaire qui consiste à offrir une palette la plus large possible pour que les clients choisissent. Ils ont le choix, on est dans un marché très concurrentiel. On a des offres solidaires avec des prix qu'on a d'ailleurs baissés, sous contrainte évidemment de revenus. Et puis malheureusement, parce qu'on est touché comme toutes les entreprises par la hausse du prix de l'énergie, par l'inflation, 150% d'augmentation sur les coûts de l'énergie. Et donc on a été amené à augmenter nos tarifs, 1 à 2 euros selon les forfaits. Tous nos clients ont été informés. On est dans un marché concurrentiel. Donc pas de perte de clients, ça n'a pas influence. Il y a évidemment toujours des clients qui font des arbitrages, mais la majeure partie d'entre eux, en tout cas, comprennent que malheureusement, on est dans ce contexte où on n'a pas le choix. On ne compense pas l'intégralité de l'inflation dans les hausses de tarifs. Et c'est vrai qu'on n'est pas les seuls à le faire. Certains de nos concurrents le font aussi. On est dans un marché, alors je ne sais pas dire s'il y aura plus de guerre tarifaire, on est dans un marché très très compétitif. Et donc il y a en permanence des promotions que les clients peuvent saisir. Il y en a peut-être un peu moins qu'on en a eu, mais ça reste effectivement un marché très très concurrentiel et donc dans lequel, ceci dit, tous les acteurs font face au contexte d'inflation. En tout cas, beaucoup de vos concurrents ont salué la concomitance de votre arrivée et de la fin de la guerre des prix. En tout cas, moins de guerre des prix sur les tarifs. Voilà, ce petit commentaire. On va parler aussi évidemment de la fin de la ligne de cuivre. Je ne sais pas si tous les Français ont pris conscience qu'effectivement, dans quelques années, ils ne pourraient plus bénéficier d'Internet via leur téléphone fixe, mais qu'ils devront être abonnés à une offre notamment de fibre. C'est pour quand la date où vous allez couper définitivement le dernier fil de cuivre qui relie les Français? Alors d'abord, c'est un chantier colossal, parce qu'effectivement, aujourd'hui, France Télécom a construit pendant 40 ans un réseau de cuivre dont on est propriétaire, qui est aujourd'hui utilisé par l'ensemble des opérateurs.
opérateurs, puisque c'est le fameux dégroupage pour l'ADSL. Donc on a un plan très ambitieux d'éteindre complètement le cuivre d'ici 2030. Donc vous voyez qu'on a quand même le temps. On travaille main dans la main avec l'ensemble des opérateurs, bien sûr, les collectivités locales, le régulateur, les administrations, parce qu'effectivement, il va falloir expliquer aux Français, et c'est pour ça qu'on a lancé un certain nombre de pilotes pour apprendre tous ensemble, que ce soit en région parisienne, dans les Yvelines, au sud de Paris, et puis en Bretagne, un certain nombre de communes dans lesquelles on a déployé massivement la fibre, et on vient tester ensemble comment expliquer qu'on va effectivement débrancher le cuivre. Il y a plusieurs étapes. Comment vous allez faire dans les tout petits, les plus petits villages de France, tout le monde aura la fibre ? Alors d'abord, il y aura pas forcément, tout le monde n'aura pas la fibre. Il y aura des solutions alternatives. Par il y a exemple, aujourd'hui satellite ou des choses comme ça. Du satellite, de la 5G, de la 4G, et puis on a de toute façon, il y aura évidemment des solutions, mais on se rend compte que aujourd'hui les Français ont massivement adopté la fibre, puisqu'on a plus de clients qui sont raccordés au réseau fibre aujourd'hui que de clients raccordés au réseau cuivre. Donc effectivement, c'est une tendance de marché. Tous les pays européens sont en train de le faire. C'est en plus indispensable pour l'environnement parce que le réseau cuivre est bien moins efficace écologiquement, consomme beaucoup plus d'énergie que le réseau de fibre. Donc évidemment, c'est le sens de l'histoire, mais on le fait de façon très très raisonnée. Et puis on a besoin d'expliquer effectivement, parce que vous avez raison de dire que ça, y compris pour les entreprises, parce qu'on se rend compte que c'est pas forcément finalement les consommateurs qui vont avoir le plus de mal, c'est vraiment les entreprises, parce qu'il y a parfois des services raccordés au cuivre, y compris dans des services de machine to machine, qu'on a besoin de migrer, qui prennent du temps. Donc c'est pour ça, le plan est ambitieux, mais en même temps, on le fait de façon raisonnée et raisonnable avec l'ensemble des parties prenantes. Petite question gouvernance pour terminer. Vous êtes la directrice générale d'Orange. Vous avez un président qui travaille avec vous, Jacques Aschenbroich. Je vous pose la question parce qu'elle me taraude. Vous n'auriez pas préféré être PDG ? C'est la mode maintenant dans les entreprises du CAC 40. C'est à deux têtes. C'est pas que chez Orange. On n'est pas plus tranquille quand on est tout seul à décider ? Alors je peux vous assurer que la gouvernance dissociée et le rôle du président du conseil d'administration, et je travaille beaucoup avec le conseil d'administration, et vraiment Jacques, on travaille main dans la main, et l'ensemble d'ailleurs des membres du conseil d'administration, et j'étais membre du conseil d'administration, donc je vois le travail qui est nécessaire pour finalement faire comprendre ce que sont les enjeux d'Orange pour nos administrateurs. On travaille vraiment main dans la main, et d'avoir une gouvernance dissociée, parce que c'est le terme. On n'a pas l'habitude en France, et puis on pense président et directeur général premier. Enfin, on fait des rapports avec la politique, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est vraiment une situation qui me permet de prendre des meilleures décisions. En tout cas, moi, je le vois vraiment comme un appui. On travaille bien avec le conseil d'administration, et les rôles entre Jacques et moi sont très complémentaires. Et donc, honnêtement, moi, je pense que c'est une très bonne chose pour l'entreprise. Et c'est d'ailleurs le sens de l'histoire. Et la plupart des entreprises vont vers ce type de gouvernance. Donc, votre ambition, c'est pas d'être PDG. Donc, c'est quoi la next step dans quelques années ? Mais il y a beaucoup de choses à faire chez Orange. On n'en doute pas. Merci beaucoup, Christelle Hedman, directrice générale du groupe Orange, d'avoir été notre invitée.